Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire RC Métiers de l'informatique et des technologies avec pour objectif de décrypter les innovations informatiques. Nous allons donc aborder diverses technologies plus ou moins récentes avec des ambitions plus ou moins prometteuses. À ce sujet, il est très important pour nous d'avoir votre ressenti et votre avis sur ces questions. Pardon pour ce petit mais en stéréo. Donc, il est très important pour nous d'avoir votre ressenti sur si ces innovations sont des gadgets ou des révolutions. On va donc faire un petit sondage qui va apparaître sur votre écran à chaque question et où vous pourrez répondre. Si votre avis est en désaccord avec notre analyse, ne prenez surtout pas mal. On expliquera pourquoi par la suite. Et petit disclaimer avant tout, on va aborder l'intelligence artificielle au cours de cette présentation et ce décryptage, mais il n'y aura pas de partie dédiée à l'intelligence artificielle. Le sujet ayant été traité par ailleurs dans un webinaire dédié à l'intelligence artificielle en avril. Je vous invite à aller le voir et le consulter si vous ne l'avez pas fait. Pour toutes vos questions, vous pouvez les poser en haut à droite dans le chat et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Je vais désormais laisser mes compagnons se présenter. Je suis Emilien Deveau, souscripteur-développeur chez Hiscox. Je suis Mérisse Lacon, gestionnaire sinistre chez Hiscox depuis plus de 8 ans maintenant, practice leader en NTIC et en cyber. Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Gévaudan, expert NTIC et cyber au sein du cabinet Stellior Expertise et j'ai le plaisir de collaborer avec Hiscox depuis maintenant près de 12 ans. Pour commencer cette présentation, nous allons aborder la thématique métaverse et je laisse la parole à Meryl pour nous présenter le sujet. Le métaverse, c'est le plus ancien fantasme de la culture geek. Il est déjà décrit par Gibson dans la Bible de la littérature cyberpunk, le Neuromancien. On parle de cyberespace à l'époque. Et ça sous-tend une notion de projet social et politique. Si on devait faire une définition plus globale du métaverse, on parlerait d'un monde virtuel décentralisé, basé sur un système immersif, en 3D idéalement, interopérable pour favoriser l'interaction sociale, non-stop, en temps réel, multi-utilisateur et accompagné d'une économie fonctionnelle. On pense aussi, quand on dit métaverse, à d'autres technologies innovantes comme les NFT et les blockchains. Alors, le métaverse, Olivier, gadget ou révolution? Eh bien, à vos votes tout d'abord. On est désolé, on n'a pas de jingle, mais votez quand même, s'il vous plaît. Alors, eh bien, métaverse, en fait, c'est un gadget, mais pas tout à fait. Il convient de nuancer la réponse. Alors, c'est un gadget, bien sûr, ou tout du moins dans une conception fantasmée de l'avènement à brève échéance d'un univers parallèle dans lequel les humains se réfugieraient la plupart de leur temps. Faisons un parallèle cinématographique avec Ready Player One, ceux qui ont la référence. Donc, en ce sens, c'est un gadget, et puis pas tout à fait, parce que si on élargit le concept de métaverse, sous certaines formes, que l'on pourrait qualifier de dégradées, eh bien, notamment d'ailleurs le gaming et la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, le métaverse connaît aussi ses succès et des applications concrètes. Mais je vous ai dit que c'était un gadget et je vous propose de commencer par quelques échecs cuisants qu'il a pu connaître, si vous voulez. Non, Olivier. Moi, je suis comme nos auditeurs, le métaverse, j'y ai cru. J'ai joué à Second Life en 2003. C'était un jeu, mais plus qu'un jeu, on était presque dans le cyberespace. J'ai acheté des avatars, des skins, tout un tas d'objets monétisables. J'ai participé à des concerts, à des fêtes organisées. J'ai touché de près ou de loin à la monnaie virtuelle interne. J'ai déjà été dans le métaverse. Et mes enfants aujourd'hui, ils jouent à Fortnite, qui est un jeu qui existe depuis 2017. Ils participent à cet espace immersif, multi-utilisateur, en temps réel, open world, et ils dépensent toutes leurs économies dans une économie qui génère maintenant plusieurs milliards. Alors le métaverse, on y est un peu déjà, on peut y croire. D'autant plus que Mark Zuckerberg lui-même y a cru.
Il a changé le nom de Facebook en Meta, il a orienté toute sa stratégie vers le métaverse. J'entends tes arguments, Meryl. Et justement, tu prends l'exemple de la société Meta, anciennement Facebook. Au total, sur le métaverse, c'est 15 milliards de dollars qui ont été investis en 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé? 20 000 licenciements, c'est 24% des effectifs totaux de la firme. Et pour quel résultat? Un métaverse Horizon Worlds qui est déserté et qui est sans intérêt. D'ailleurs, on peut faire le même constat pour le monde de la mode et du luxe, qui avait à l'époque raté le coche du e-commerce. Le retard d'ailleurs en partie rattrapé pendant le Covid. Et ce monde de la mode et du luxe ne pouvait pas rater le train une nouvelle fois et regarder le métaverse s'organiser sans elle. Alors en février 2022, a été organisée la première Metaverse Fashion Week, qui a rassemblé de très grands noms de la mode, et pour ne pas les citer, Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld ou encore Carelli. Et depuis, rien. Aucune manifestation d'intérêt de la part des utilisateurs qui sont quand même les arbitres, in fine. À titre d'illustration, deux des principales plateformes valorisées à 1,5 milliard de dollars, excusez-moi du peu, pour ne pas les citer, Decentraland et Sandbox, ont compté au plus fort de leur fréquentation 500 utilisateurs quotidiens. Ça donne quand même une idée de l'envergure du flot lorsqu'on rapproche ces 500 utilisateurs d'une capitalisation boursière à hauteur de 1,5 milliard. Mais je vous disais en introduction que le métaverse n'est pas non plus un échec total, tout du moins si on ouvre cette définition à un mode dégradé et notamment les plateformes de jeu. Typiquement, la plateforme de jeu Roblox, qui est immersive, bénéficie d'une manne de près de 70 millions d'utilisateurs quotidiens. Et cette plateforme a intégré des modèles économiques orientés vers les jeunes. Et je suis navré, je vais citer une marque, mais vous pouvez, par exemple, vous porter acquéreur d'une paire d'Adidas Samba pour la modique somme de 2 €. Alors, ces baskets resteront purement virtuelles, n'auront jamais aucune existence physique, mais vous pouvez vous parler de certains atours sur la plateforme Roblox. Donc, dans cette version dégradée du métavers, on trouve une forme de succès, mais qui reste limitée, notamment parce qu'elle s'adresse à un seul type de public que sont les gamers. Je vous ai également parlé d'une autre forme dégradée, et encore plus dégradée que les plateformes de jeu, du métaverse. Et cette version dégradée, c'est la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Alors, on a des applications qui sont remarquables en milieu industriel, et notamment tout ce qui va porter sur la formation de machines-outils très onéreuses, très complexes, et qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter. On va créer un monde parallèle pour former les équipiers, les opérateurs, de la même manière qu'on forme des pilotes Air France dans un simulateur. Voilà, donc des formes dégradées ont trouvé une application concrète et très intéressante. Mais en synthèse, le constat qui doit être tiré concernant le métavers, c'est quoi? C'est que le concept a été inventé avant le besoin et avant le contenu. En d'autres termes, on a créé une porte d'entrée, mais on ne s'est pas posé la question de ce qu'on allait mettre derrière cette porte d'entrée. D'ailleurs, pour revenir sur l'exemple de Meta et de Mark Zuckerberg, les utilisateurs qui sont inscrits sur le métavers de Facebook l'ont délaissé en 1 mois en moyenne en tirant le constat que rien ne s'y passait. Et en fait, on est face à une problématique, c'est que le monde industriel du numérique, notamment au regard des investissements consentis, a besoin d'un retour sur investissement très rapide. Et en fait, la temporalité de l'industrie est très différente de celle des institutions publiques. Et peut-être que ce sont elles qui voleront au secours du métaverse parce qu'elles ont le temps de prendre le temps et de faire émerger la technologie et le contenu. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a beaucoup d'initiatives au niveau national et européen qui visent non pas à redynamiser, mais à laisser sa chance au métaverse et à connaître une croissance que je qualifierais de sereine. Et le mot de la fin concernant le métaverse, c'est qu'à ce stade, ça ne peut avoir été qu'un feu de paille qui peut potentiellement être définitivement ringardisé par l'IA générative, sauf à ce que cette dernière vienne voler à son secours en tant que créatrice de contenu. Merci Olivier. Bon, pendant que je digère ma déception de voir l'avènement d'un cyberespace demain, on peut peut-être parler des NFT qu'on a déjà évoqués.
c'est les non-fungible tokens, donc jetons non fongibles en VF. Donc des fichiers numériques auxquels sont joints un certificat numérique d'authenticité immuable délivré par une blockchain. On verra ça un peu plus tard. Ils ont débarqué à grand bruit sur la scène tech en 2014 et ils ont décollé complètement en 2017 avec l'essor de l'Ethereum. Les NFT, Olivier, top ou flop? Eh bien, Meryl, quitte à te décevoir une nouvelle fois, flop et flop retentissant en fait. On parlera plus tard dans la matinée de l'application des NFT au monde industriel. Mais pour rester dans des domaines qui sont très proches du métaverse qu'on vient d'aborder, on peut parler des NFT liés à la mode et liés à l'art. Ils ont connu, ces NFT ont connu une flambée vertigineuse et parfois très spéculative. Et ils ont connu une chute tout aussi spectaculaire. Alors pour la partie spéculative, j'adore prendre cet exemple qui pour moi est impérissable et très évocateur. Le premier tweet de la plateforme Twitter, anciennement Twitter, nouvellement X, ce tweet, Just Telegram by Twitter, a été vendu aux enchères en 2021 pour la modique somme de 2,9 millions de dollars. Cette somme a été réévaluée début 2023 à 277 dollars. On peut quand même faire un constat du caractère hautement spéculatif et du flop retentissant concernant ces NFT. Et d'ailleurs, la société Dead Gamble, qui est spécialisée en blockchain et en NFT, expliquait qu'en juillet 2023, 95% des 23 millions de détenteurs de collections NFT possèdent aujourd'hui un NFT très exactement valorisé à la somme de 0 €. Ça vient confirmer, s'il en est encore besoin, le flop retentissant des NFT pour ces deux applications qu'on vient d'évoquer. Flop retentissant ou non, que ce soit un effet de mode ou une vraie révolution, pour ne pas froisser ceux qui ont mis révolution, la valeur élevée a quand même poussé les entreprises à les collectionner, voire parfois à les empiler, mais également à les utiliser d'une façon marketing. Comme Meryl a pu le dire, les NFT sont uniques par définition, sont des tokens qui appartiennent en quelque sorte à quelqu'un, l'acquéreur et le créateur, une marque presque déposée. Il arrive, comme dans le marketing habituel, que certaines imitations ou inspirations maladroites conduisent à un défaut de propriété intellectuelle et des réclamations qui s'en suivent. Et comment peut-on réussir à se prémunir de ces vols d'idées et de ces copies au final? Comme dans le monde de l'art ou le monde de la mode, les copies existent. La seule différence, c'est que là, on ne va pas les chercher en magasin, mais plutôt sur le réseau de blockchain, comme on a pu le dire. C'est ce qui nous conduit à discuter du nouveau sujet, la blockchain. Donc, une blockchain, c'est une technologie de stockage, de transmission d'informations transparente, sécurisée, fonctionnant de manière décentralisée, ce qui est très important pour que celle-ci n'ait pas d'organe de contrôle, qui sont des chaînes de blocs, tout simplement, pour les néophytes, qui doivent être considérées comme un registre qui empile toutes les transactions opérées depuis la création de la blockchain. Tous les participants, qui sont considérés comme des nœuds ou nodes, détiennent une copie. Ce système décentralisé rend en principe la blockchain impossible à violer, donc inviolable, à moins de détenir plus de 51% de celle-ci. La compromission d'un nœud ne permet donc pas un piratage de grande ampleur et il ne peut pas prospérer car la vérité est détenue par le fichier qui est majoritairement représenté dans cette chaîne. Selon Satoshi Nakamoto, pseudonyme derrière lequel se cachent une ou plusieurs personnes, non, désolé. Le Satoshi Nakamoto a publié les grands principes de la blockchain en 2008. Ça nous ramène loin en arrière. Il a mis en œuvre aussi les bases de la fameuse crypto-monnaie de Bitcoin en 2009. Avec ce recul qu'on a aujourd'hui, à vos sondages pour savoir si c'est un gadget ou une réalité, ou une révolution. Ça manque le jingle.
Absolument, la blockchain est une révolution et la réponse est dans le nom lui-même, qui est rentré dans le vocabulaire courant. Tu en parlais, Emilien, qui n'a pas encore entendu le terme, le nom Bitcoin, de loin la blockchain la plus connue. D'ailleurs, c'est à ce point connu que plutôt que de rentrer dans une présentation plutôt théorico-technique sur le fonctionnement du blockchain, nous proposons de rentrer de manière plus concrète dans l'étude d'un cas pratique. Et à cette fin, je vais laisser la parole à Amélie. Alors, moi, je me suis amusée à vous concocter un petit exemple sinistre projeté à la croisée des mondes de la haute technologie et de l'œnologie. J'ai imaginé un assuré qui serait un prestataire tech visionnaire à l'origine d'une solution de traçabilité des bouteilles de vin basée sur la blockchain. Donc, son idée, simple et brillante, c'est de garantir aux producteurs et aux distributeurs de vin un suivi irréprochable des produits grâce à la blockchain, puisque chaque étape du transport des caisses de vin sera consignée dans un registre infalsifiable. Donc, quand on parle des conditions, on peut parler des étapes de transport, mais des conditions environnementales, de la température, de l'humidité, tout ce qui intéresse les connaisseurs pour apporter une transparence totale sur le parcours des bouteilles, depuis le chai jusqu'au verre. C'est un atout indéniable pour les producteurs puisqu'il prouve que le transport et la conservation sont faits dans des conditions optimales et la traçabilité, de par le caractère immuable de la blockchain, est inaliénable. Donc jusqu'ici, belle histoire, mais pour que toute histoire soit intéressante, il faut un élément perturbateur. En la personne d'un bug dans le système de gestion des capteurs IoT qui surveillent la température et l'humidité des caisses de vin. Donc, on a des capteurs qui sont censés renseigner des données extrêmement précises et les transmettre dans la blockchain. Mais dans notre histoire à nous, ces données sont soit erronées, soit incomplètes. Et comme la blockchain est immuable, elles ne peuvent pas être modifiées. Ce qui fait qu'on arrive avec des bouteilles de vin qui arrivent à destination avec aucune des garanties promises et qui sont susceptibles soit d'être rejetées, soit d'être considérées comme endommagées. Ce qui est une catastrophe pour les clients de notre assuré, dont la réputation et la qualité perçue des productions est susceptible d'être largement compromise. Mais notre assuré est assuré et sa couverture responsabilité civile lui permet de voir couvrir ses frais de défense, mais également les préjudices de ses clients, les pertes commerciales, les retards, l'impact sur leur image, de quoi valoriser une solution même lorsqu'elle est en rodage et conserver la sérénité de tout le monde. On a vu pas mal d'acronymes un peu tendance, NFT, etc. On va continuer dans la même dynamique avec la question suivante sur l'IoT, Internet of Things. Donc, c'est la rencontre de capteurs comme ceux qu'on a évoqués dans notre précédent exemple, mais tout type de capteurs, des capteurs de lumière, de présence, d'humidité, de son, de vibration, de courant électrique, de présence d'un gaz, d'un flux, d'une pression, d'un niveau, que sais-je, et de la connexion de ces capteurs à Internet pour mesurer, collecter, traiter des données et enfin agir. C'est un concept technologique extrêmement large puisqu'il va de ces objets connectés jusqu'aux infrastructures permettant leur connexion, ainsi que le stockage et le traitement des données y afférentes. On a énormément progressé en la matière puisqu'il faut se rappeler que ça a démarré dans les années 70 avec les premiers produits domotiques et qu'on a vu aussi les puces RFID dans les années 90. Enfin, on est très loin de ça aujourd'hui, mais on va quand même se poser la question. L'IoT, Olivier, gadget ou révolution? Un beau vote. Non, ça c'est la Twilight Zone. Pas de jingle. On avait parlé de la roue de la... Non, pas de la roue de la fortune. Qui veut gagner des millions. Mais je pense que c'est protégé. Eh bien, l'IoT, c'est exact, c'est une révolution et c'est une révolution qui est déjà largement implantée. En fait, pour donner quelques chiffres concernant l'IoT, entre 2010 et 2020, ce sont près de 10 milliards d'appareils IoT qui ont été mis en service.
on a dépassé un point de bascule où désormais les appareils IoT sont officiellement plus nombreux que les appareils non IoT. Quand on parle d'appareils non IoT, ce sont des équipements disposant d'une adresse IP, les serveurs informatiques, les postes de travail, les ordinateurs portables ou encore les smartphones. Donc, cet ordre de grandeur doit nous permettre de comprendre à quel point notre quotidien et nous-mêmes sommes immergés dans cette technologie. Encore quelques données chiffrées, qui sont pas nécessairement très évocatrices, mais ni très cohérentes. Il n'est jamais très souhaitable de comparer des quantités de données avec des supports physiques. Quoi qu'il en soit, IDC, qui est un célèbre cabinet d'analyse prospective IT et que vous connaissez peut-être, a calculé qu'en 2025, la génération mondiale de données IoT dépassera les 73 000 milliards de gigaoctets. Alors, si on s'amusait à prendre toute cette quantité de données et qu'on la reportait sur les fameuses disquettes qu'on a tous connues dans les années 90 et qu'on les empilait les unes sur les autres, on pourrait faire 100 000 fois l'aller-retour de la Terre à la Lune. Encore une fois, j'ai pris soin d'indiquer que ce n'était pas nécessairement très pertinent de faire ce type de comparaison, mais ça fixe quand même quelques éléments de grandeur. Alors, une fois qu'on a toutes ces données et qu'on part du principe que les IoT sont très largement répandus dans notre quotidien, il faut se poser la question des usages. Et en fait, le premier cas qu'on peut prendre et qui pourrait prêter à sourire est en fait très sérieux. Et je vais prendre l'exemple de la vache connectée. L'agriculture de précision et les vaches connectées permettent de suivre l'itinérance des animaux, par exemple, leur rythme de sommeil ou encore leur alimentation. Et ça, évidemment, dans un objectif d'optimisation. On peut parler également de la Smart City, que tout le monde connaît bien maintenant, avec les bâtiments intelligents et la gestion de leur performance thermique et énergétique, la mesure de la qualité de l'air, etc. Et puis les IoT sont également déployés dans l'échelle industrielle, on en parlera tout à l'heure, pour automatiser, optimiser la production ou encore organiser la maintenance prédictive. Bon, les cas d'usage sont infinis et on ne va pas tous les lister, mais on peut encore évoquer le domaine de la santé, de l'automobile ou encore du machine learning. Donc, en conclusion, les applications d'IoT sont en perpétuelle évolution et surtout fixent de nouveaux défis, notamment concernant la protection de la vie privée et la transparence. Et puis, il y a des difficultés nouvelles qui peuvent apparaître. Quid du piratage en ligne, du chiffrement et du vol de données au travers des IoT, qui représentent d'ailleurs des nouveaux points d'entrée et des sources de faiblesse éventuelles dans les systèmes d'information des entreprises. Quid de la prise de contrôle à distance et typiquement d'un IoT médical et qui peut créer un risque vital pour un individu. Une autre question, la personnalisation avancée des publicités versus le respect du RGPD. Ce sont autant de questions légales, éthiques que fixe la technologie IoT. Nos partenaires courtiers le savent bien, les assureurs cyber mettent beaucoup d'efforts pour rabâcher à leurs clients de ne jamais laisser de porte ouverte sur leur système et aussi de bien les compartimenter. Au-delà de jouer le gendarme et pour être plus sérieux, la captation et l'accès à ces données posent un réel souci, d'autant que les fuites de données par intrusion cyber entraînent une obligation de le notifier au CNIL. Cette obligation est dans les 72 heures pour pouvoir être garantie, d'après le CNIL. Le dommage subi peut être très conséquent, compte tenu des frais engagés pour alerter, mais aussi de la potentielle compromission de la vie privée. Et cela permet également de se poser une question avec la croissance exponentielle de la génération des données par l'IoT et ses capteurs. Comment faire pour bien traiter ces informations, bien les isoler, mais aussi en extraire le meilleur et la quintessence pour pouvoir les utiliser. Ça nous amène donc ensuite au Big Data. Le Big Data, pour les néophytes, c'est un outil marketing assez connu, mais avec d'autres usages. C'est un ensemble de données massivement générées en continu par diverses sources, comme les réseaux sociaux, les capteurs, comme Meryl a pu le montrer, les transactions en ligne, mais aussi tous les appareils connectés, au final. Ces données brutes n'ont pas de réelle valeur en tant que telles. Elles doivent être processées et analysées. C'est pourquoi les 3 V qui composent le Big Data sont la volumétrie de ces données, qui doit être très, très grande, la variété de celles-ci,
mais aussi la vélocité de leur production, donc la grande vitesse. Avec ces trois composantes, ça dépasse les capacités des ordinateurs traditionnels et des outils de traitement qu'on connaît. Le big data, grâce à l'intelligence artificielle, permet d'analyser et d'exploiter ces informations pour en dessiner des conjectures, en faire des prédictions, mais surtout éclairer la prise de décision de ceux qui les utilisent. Non seulement dans le marketing, mais également dans des domaines comme la santé, l'industrie, la finance et pourquoi pas la sociologie. Avec cette promesse du big data en gain de temps énorme, on peut encore une fois se poser la question que je vais poser à Olivier, est-ce un gadget ou une vraie révolution à grande échelle? Eh bien, Candice Desboutans. Eh bien, quelle unanimité, quasi-unanimité, évidemment, Big Data, révolution. Et il faut bien avoir à l'esprit, dans ce domaine, que la quantité des données informatiques générées par l'homme n'a cessé de croître depuis les années 70. Et le phénomène, d'ailleurs, s'est notoirement amplifié avec la multiplication des sources de génération de données, avènement d'Internet, e-commerce et réseaux sociaux en tête. Dans un premier temps, la BI, Business Intelligence, a été premier traitement de volume de données aux sources hétérogènes et qui d'ailleurs était plutôt réservé aux activités B2B. Aujourd'hui, du fait de l'accroissement des sources et des volumes de données, dont l'IoT dont nous avons parlé, l'avènement du Big Data permet d'aborder des cas d'usage infinis. Et je me garderai bien aujourd'hui de complexifier le sujet en évoquant les aspects technologiques et toute la spécificité des applications et des bases de données qui permettent ces traitements. En tout cas, le Big Data a de multiples cas d'usage et le premier, c'est le développement de produits. Des entreprises majeures telles que Netflix ou encore Procter & Gamble utilisent le Big Data pour anticiper les demandes de leurs clients. Et en fait, elles bâtissent des modèles prédictifs pour leurs nouveaux produits et services sur la base des attributs des produits passés, présents et des comportements associés de la clientèle pour projeter les futurs modèles et produits. Donc, c'est un acte majeur dans la définition de la stratégie marketing et produit d'acteurs majeurs, comme peut être Netflix et Procter & Gamble, comme je les ai cités, mais également pour la très grande part des entreprises d'aujourd'hui. Deuxième cas d'usage, c'est la maintenance prédictive. Je l'ai évoqué tout à l'heure lorsqu'on parlait des IoT. Et ces IoT, justement, on l'a dit, génèrent une quantité énorme de données et on a des applications Big Data qui sont évidentes. Prenons le cas d'une chaîne de production d'un industriel, un arrêt de chaîne de production a un impact économique majeur. Au-delà de connaître la marque, l'année de fabrication et la date programmée d'une maintenance sur une machine, le fait de pouvoir collecter un ensemble de signaux, un ensemble de données que peuvent être le ralentissement imperceptible d'un cycle moteur, le constat d'une augmentation anormale d'une courbe de température. Tous ces relevés, combinés à la masse de données que permet la Big Data, permet de définir des modèles prédictifs de panne et de programmer des maintenances prédictives, justement. Pour l'industriel, c'est un intérêt majeur parce que plutôt que de subir un arrêt de production intempestif, de subir éventuellement le temps de livraison d'une pièce de rechange, sa maintenance peut être programmée sur des temps qui lui conviennent et qui ont un impact minime sur son cycle économique. Ce sont deux exemples que j'ai pris, le développement de produits et la maintenance prédictive. Évidemment, les cas d'usage sont quasi infinis et le Big Data est évidemment devenu une réalité opérationnelle et une véritable révolution. Et cette révolution continue à prendre son essor corrélativement à l'augmentation du volume de données générées par l'homme qui d'ailleurs n'a de cesse de numériser progressivement tous les pans de sa vie. Si Big Data permet un si grand gain de temps et est une révolution en effet, comme 91% des votants ont pu le noter, il n'en demeure pas moins que ça reste un outil au service de l'esprit humain. Il faut toujours se remettre en perspective et remettre en question les conjectures et les analyses.
on peut voir que dans le big data, il y a des risques derrière pour le contrat RC Pro, notamment dans le fait d'une conjecture impropre ou d'une analyse qui n'a pas été faite de la bonne façon. C'est ce qui entraîne une inexécution partielle ou totale des contrats qui sont pris en charge au titre de la RC Pro du contrat d'assurance et qui rappelle que l'esprit humain reste le plus important pour pouvoir mener à bien un projet. Et on se remet sur l'activité et non l'outil, toujours. Pour avoir le temps d'analyser tout ça et que l'esprit humain puisse justement prendre ce recul, il faut un gain de temps. Et Meryl va nous montrer une nouvelle promesse qui va nous permettre un gain de temps considérable. Alors, la question d'après, c'est l'ordinateur quantique. On m'a dit, Meryl, des practice leaders NTIC, tu vas présenter l'ordinateur quantique. On a tous entendu parler, on sent tous la complexité qui sous-tend la question. Moi, je suis allée chercher la définition de ceux qui savent, en l'occurrence IBM. Donc, je vous la lis. L'informatique quantique utilise des technologies spécialisées, notamment du matériel informatique et des algorithmes qui tirent parti de la mécanique quantique pour résoudre des problèmes complexes que les ordinateurs classiques ou les superordinateurs ne peuvent pas résoudre ou pas assez rapidement. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Depuis 10 ans, on a la presse spécialisée qui nous bassine avec l'ordinateur quantique en nous disant que c'est un péril monstrueux pour les systèmes cryptographiques, les RSA, les transactions bancaires. On sait aussi qu'il y a une sorte de branle-bas de combat sur le plan financier. Par exemple, la société de capital risque américaine Iconic, qui est connue pour soutenir les nombreuses startups à succès de la Silicon Valley comme Airbnb ou GitLab, a annoncé hier, le 23 juillet 2024, avoir bouclé un fonds de capital risque de plus de 6 milliards de dollars à destination des startups engagées dans le développement de cette technologie. Moi, à ce stade, je ne sais pas plus que ça sur l'ordinateur quantique, donc je vais me tourner vers Olivier pour lui poser et vous poser la question qui tue. L'ordinateur quantique, gadget, révolution. Et je ne vous fais pas l'offense d'une autre tentative de jingle. Ah, 2 tiers, 1 tiers. Ordinateur quantique, gadget ou révolution. Je ne vais pas y répondre tout de suite. Ou plutôt pour y répondre, je vous propose tout d'abord d'aborder quelques notions de mécanique quantique. Je l'annonce tout de suite, qu'on ne pourra que partiellement s'approprier à notre modeste niveau, sauf à disposer d'un doctorat en la matière. Premier élément très important pour s'approprier ce qu'est l'ordinateur quantique, c'est la notion de qubit. En informatique classique, on parle de bits. Vous savez que l'informatique repose sur un système binaire de 0 et de 1. L'informatique quantique, c'est différent, ça repose sur des bits quantiques, des qubits. Alors, ce sont des éléments qui peuvent être fabriqués à partir de particules élémentaires, d'ions piégés, je pense que tout le monde sait ce qu'est un ion piégé, on peut faire un vote peut-être, ou encore de nanotubes de carbone. En tout cas, ce sont des choses pas bien grosses et qui présentent des difficultés de manipulation, évidemment, comme on peut aisément se le représenter. On a défini le matériau, les particules, et ensuite il convient d'appliquer sur ces matériaux 3 propriétés quantiques, 3 phénomènes quantiques qu'on va aborder. Alors, le premier des 3, c'est l'intrication. L'intrication permet à 2 particules de communiquer instantanément. Plus précisément, le changement d'état d'une particule provoque le changement immédiat de l'autre particule, et ce, même à une distance de plusieurs années-lumière. Donc, le premier constat, c'est que l'informatique quantique permet d'établir des communications qui vont plus vite que la lumière. Et en fait, du fait de cette intrication, plusieurs qubits peuvent être associés dans une superposition. Et la superposition, c'est le deuxième phénomène quantique. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'informatique traditionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure, qui repose sur un système de 0 et de 1, un qubit peut prendre à la fois les valeurs 0, 1, ou 0 et 1, et dans un nombre important de valeurs issues de la superposition de ces 2 états. J'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde.
que certains suivent encore, mais le niveau de complexité est déjà là. Et je m'excuse, mais il faut en introduire un troisième. J'ai parlé des 3 propriétés quantiques. Et la troisième propriété, c'est l'interférence. Donc, à savoir que dans un ensemble de qubits intriqués, on appelle l'intrication, placés dans un état de superposition, dont on a également parlé, il existe des vagues de probabilité de résultats d'une mesure du système qui peuvent se renforcer ou s'annuler mutuellement. En d'autres termes, l'interférence génère des courants statistiques probabilistes, en quelque sorte, qui permettent d'influencer sur un résultat ou sur un autre. Ok, donc Olivier, moi j'ai suivi jusqu'ici, intrication, superposition, interférence, j'ai tout. Et je me demande, et je pense que nos auditeurs se demandent aussi, pourquoi faire en fait ce stade? Légitimement. J'ai compris qu'on cherche d'atteindre une espèce de nirvana quantique qui est la superposition de tous les états de calcul possibles, mais une fois encore, pourquoi faire? Et j'ai fait un petit exercice de l'ordinateur quantique pour les nuls avec un exemple, une analogie du labyrinthe. Donc tu vas me dire si je suis dans le vrai. Si j'ai bien compris, un ordinateur normal, on lui présente un labyrinthe et il va chercher l'issue comme un être humain. Il va faire un premier chemin, se rencontrer un mur, rebrousser, un autre, un suivant, un troisième, jusqu'à trouver l'issue du labyrinthe, comme je le ferai moi-même. Et un ordinateur quantique, en revanche, il va superposer tous les états de calcul et donc, en un seul calcul, faire l'ensemble des chemins pour trouver la solution de manière quasi instantanée. C'est bien ça? Absolument, absolument. Et donc, ce qui est vrai pour le labyrinthe, c'est aussi vrai pour la cryptographie. Et là où un ordinateur de bureau standard va craquer un mot de passe de 20 caractères contenant majuscules, minuscules et chiffres en 10 000 siècles, Oui. un ordinateur quantique ramènera ce temps à l'échelle de la seconde. C'est très exactement ça, et on parle de la préparation d'une superposition de tous les états de calcul. Mais en fait, on voit, à travers de ton exemple du labyrinthe, l'intérêt majeur dans l'informatique quantique. Mais il y a une difficulté, parce que pour générer les comportements quantiques qu'on vient de décliner, il faut maintenir les particules dans des conditions de température et de pression très particulières. Conditions de température, on parle d'un centième de degré au-dessus de moins 273 degrés 15. C'est ce qu'on appelle le 0 Kelvin ou encore 0 absolu. Et puis ensuite, il faut établir un pic poussé de l'ordre de 10 puissance moins 11 millibars, ce qui correspond peu ou prou à la pression à la surface de la Lune. Donc un ordinateur quantique, c'est aussi un super frigo et une machine à vide. Et de fait, d'ailleurs, les systèmes actuels font la taille d'une très grosse voiture. Donc, l'ordinateur quantique, révolution, bien sûr, et au travers de ton exemple, n'est pas pour tout de suite. Parce qu'en fait, l'ordinateur quantique est très emblématique des questions qu'on s'est posées aujourd'hui. En fait, on parle d'une technologie en devenir depuis des années et annoncée comme mature dans approximativement une décennie. Donc, l'ordinateur quantique, c'est une promesse technologique qui s'étire sur plus de 20 ans. Mais en fait, si on veut être tout à fait précis, l'ordinateur quantique existe déjà un peu. Et typiquement, la start-up française C12 a mis à disposition, dans un cloud disponible pour tout un chacun, mis à disposition donc, son ordinateur quantique sur un cloud depuis juin 2024 à visée de recherche dans une logique open source. Donc, l'ordinateur quantique existe déjà un peu. Mais l'ordinateur quantique souffre d'un problème majeur qu'on appelle la décohérence. Et en fait, c'est la décohérence sur les particules qui souffrent de l'imperfection de la matière et de l'interaction des qubits avec leur environnement. Et ce problème de décohérence détruit le caractère quantique et ramène les qubits à l'état de simple bit. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, les efforts des constructeurs, tu nous as donné la définition d'IBM, les efforts des constructeurs, aujourd'hui, portent sur les problèmes de correction de ces erreurs liées à la décohérence. Et IBM, dans sa roadmap, annonce prévoir la correction totale de ces erreurs pour 2035. Donc, on n'y est pas encore tout à fait. Et au-delà de ces problèmes physiques, il faut aussi se poser la question de l'algorithmie. Pour reprendre ton exemple du labyrinthe, on ne code pas de la même manière
un programme informatique, si on lui demande de parcourir tous les chemins du labyrinthe, comme c'est le cas actuellement, ou de les parcourir simultanément et de manière superposée. Donc, on a également, l'ordinateur quantique nous fixe également un défi logiciel. Et puis enfin, pour l'ordinateur quantique, se pose une question de puissance. En informatique quantique, on parle de suprématie quantique. La suprématie quantique, c'est le moment où les superordinateurs actuels ne pourront plus matériellement rattraper les ordinateurs quantiques, quand même on leur laisserait le temps suffisant. Et cette suprématie quantique, elle sera atteinte lorsque les ordinateurs quantiques compteront environ 1 million de qubits. Et aujourd'hui, le record est établi un petit peu au-dessus de 100. Donc, on se rend compte des quelques marches de l'escalier qu'on a encore à gravir. Mais en conclusion, pour l'ordinateur quantique, on peut raisonnablement prédire qu'il est destiné à un avenir prometteur, mais pas pour toutes les applications. Parce que la logique de calcul que tu nous as présentée sur cet exemple de labyrinthe le destine à certains domaines, notamment la chimie. Et aujourd'hui, dans l'industrie de la chimie, on est condamné à créer les molécules et à étudier leur comportement et leur interaction. L'ordinateur quantique permettra de virtualiser et de modéliser tous ces comportements. Deux domaines qui sont très gourmands en termes de calcul et de modélisation sont la finance et la météorologie, qui sont éminemment intéressés par l'ordinateur quantique. Évidemment, la logistique, toujours sur ce principe du labyrinthe et de la recherche du chemin optimal. Et puis, on peut donner encore un cas d'usage à venir, que sera l'accélération de l'apprentissage automatique lié aux intelligences artificielles génératives. Voilà, en tout cas, j'espère ne pas avoir été trop complexe dans ma présentation de l'ordinateur quantique. J'ai essayé de vulgariser dans la mesure où ça a été possible. Et je vais laisser la parole à Emilien pour le mot de la fin. Merci Olivier et merci Meryl. Vous l'aurez compris avec ce décryptage, malgré quelques déceptions, beaucoup de grandes promesses, des promesses qui sont déjà, pour certaines, en train de révolutionner notre quotidien, pour d'autres, vont continuer de nous tenir en haleine quelques années, peut-être même quelques décennies, avant que les nouvelles apparaissent, et qu'on sache si c'est vraiment une révolution ou juste un gadget. Quoi qu'il en soit, une grande promesse entraîne de grandes responsabilités, et je dirais même de grandes responsabilités civiles professionnelles parfois. Et rappelons-nous que c'est conjointement que nous arriverons à trouver des solutions d'assurance qui pourront couvrir les clients, conjointement entre courtiers, assureurs et clients. Une relation tripartite est clé pour répondre à ces enjeux. Et il faut toujours se souvenir que ce n'est pas une technologie qu'on assure ou qu'on couvre, mais bien une activité qui se base potentiellement sur une ou plusieurs technologies. Les technologies, pour aller plus loin, il est nécessaire de toujours rester en veille continue sur ces technologies et comprendre comment elles fonctionnent pour les décortiquer au mieux. Et donc, répondre à la question qui vaut des millions, comment allons-nous assurer nos clients dans le futur? Et en parlant de questions d'ailleurs, avant de donner le mot de la fin pour ceux qui ont faim, on va passer à l'étape de quelques questions avant de terminer. Marie, chat en haut à droite. On n'avait pas un jingle pour la fin? Pas de jingle, toujours pas de jingle, toujours pas payé la propriété intellectuelle. Alors, les questions. Donc, on nous demande, Emilien, si on peut assurer des fabricants d'IoT. Alors, chez Hiscox, reprenons aussi un petit peu sur ce que je viens de dire justement. Chez Hiscox, on assure des sociétés qui utilisent l'IoT ou qui développent des systèmes qui vont être en lien avec l'IoT. On n'assure pas une technologie en tant que telle. Alors, les fabricants, évidemment, peuvent avoir des responsabilités, mais il faut voir plus large et réussir à savoir, au final, l'activité concrète, est-ce qu'elle rentre dans nos appétits ou non.
Alors, j'ai une autre question. Quelles sont vos conditions pour assurer une entreprise en RC qui traite avec la blockchain? Et encore une fois, la blockchain, au final, c'est juste une technologie. Alors, que ça vous transporte dans un jeu vidéo qui vous permette de vous habiller en Gucci ou Balenciaga, soit, que ça aide les entreprises à développer leur stratégie marketing, peut-être. Ce qui est le plus important, c'est de créer de la valeur et c'est cette valeur qui va, au final, définir l'activité du client. Et c'est sur cette activité qu'on va se baser pour réellement trouver la solution d'assurance qui convient, en accord avec les prérequis de souscription d'un assureur, avec les appétits d'un assureur également. Mais au final, blockchain ou pas, il faut voir vraiment quel est le risque derrière et comment les activités peuvent se comporter dans cet univers. Alors, est-ce qu'on prend une dernière question pour finir? On a assurez-vous les PSAN, prestataires de services sur actifs numériques? Alors ça, c'est une question qui entraîne une réponse, je suis moi-même normand, donc un peu à la normande. Tout va dépendre quelle est leur réelle activité, oui, mais leur réelle exposition aux actifs numériques. En tant que tel, les actifs numériques, ça peut définir beaucoup de choses. Si on parle d'un sujet cyber, par exemple, on va se mettre sur la position de est-ce que c'est une valeur ou non. Parce qu'un actif numérique peut avoir une valeur, mais il n'est pas forcément une valeur de paiement à proprement parler. Donc, c'est tout ce qui va définir de quel actif on parle et quel est le risque qui se rapproche à cet actif. On n'est pas fermé. Mais on n'est pas fermé, non, c'est sûr. Et ça nous est arrivé d'avoir des belles propositions sur ce sujet. Alors, est-ce qu'on attend d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Olivier, merci Meryl. C'était un bon moment. Merci Marie. Et oui, et n'hésitez pas à vous inscrire. Déjà, à aller consulter l'ancien webinaire sur l'intelligence artificielle, mais aussi le prochain webinaire qui est certifiant DDA, c'est très important pour tout le monde, et qui portera sur notre nouveau produit en art et clientèle privée sur le tout risque objet précieux. Donc, à vos ordinateurs et bonne inscription. Et bon appétit aussi. Surtout. Merci à tous. Merci.